plaît bien avec cette victoire peut-être historique de Boris Johnson, en tout cas impressionnante dans son ampleur, puisque depuis les grandes années Margaret Thatcher, jamais le Parti conservateur n'avait obtenu une telle majorité à la Chambre. Et Boris Johnson, à la fois Premier ministre et patron du parti, ne gâchait pas son plaisir hier, tout en restant égal à lui-même. With this mandate and this majority, we will at last be able to do what? You've been paying attention. Because this election means that getting Brexit done is now the irrefutable, irresistible, unarguable decision of the British people. And with this election, I think we've put an end to all those miserable threats of a second référendum. Guillaume Bernard, cette victoire de Boris Johnson, alors même qu'il avait, on va dire, les milieux dirigeants contre lui, un peu au sens large, à la fois les principaux dirigeants de l'Europe, qui étaient plutôt opposés au Brexit, les milieux d'affaires, quelques huiles de son parti d'ailleurs, comme l'ancien Premier ministre John Major. Qu'est-ce que c'est? C'est une victoire du populiste ou pas, ce scrutin d'hier? Moi, je veux bien que vous le qualifiez ainsi. C'est tout simplement la confirmation qu'il y a une opinion publique britannique qui est favorable effectivement au Brexit, alors que depuis des mois, on nous expliquait qu'il s'en mordait les doigts et qu'il voulait revenir sur cette décision qui aurait été prise sous l'influence de Farage. Je crois qu'il y a là incontestablement... Nigel Farage, qui était encore plus brexiteur que Boris Johnson. Oui, mais ils ont quand même réussi à trouver, puisque dans 300 circonscriptions, Farage n'a pas présenté de candidat pour permettre, par le mode de scrutin uninominal à un tour en Angleterre, qui est un très bon mode de scrutin que je soutiens personnellement, il a permis effectivement aux candidats conservateurs de l'emporter. Vous l'avez dit, c'est une très grande victoire des conservateurs. C'est surtout aussi le plus mauvais score du Labour depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est d'autant plus intéressant. Elle a dit oui, c'est impressionnant. Le peuple n'est plus à gauche, apparemment, au Royaume-Uni. En tout cas, il vote plus beaucoup de travaillistes. En fait, pour moi, ce sont pas. C'est les élites qui sont visées, c'est les élites et le populisme. C'est-à-dire, ce qui a gagné, c'est les arguments populistes. Et là, ça nous renvoie à ce qui se passe en Angleterre, bien sûr, pour le Brexit. Donc là, on vient de confirmer que les Anglais étaient plutôt pour le Brexit, avec l'écho fait aux États-Unis. C'est-à-dire que je pense que ça vient faire aussi écho à l'élection et à la prochaine élection américaine, avec un candidat populiste qui développe ce type d'argument et qui fait écho dans la population. Aujourd'hui, c'est pas une confrontation. Enfin, je veux dire, c'est pas le peuple contre les élites, mais les arguments populistes ont beaucoup d'écho. Eugénie Bastier. Moi, je pense que la victoire écrasante, en effet, de Boris Johnson est due à 3 facteurs. D'abord, c'est la forme de son message qui était extrêmement claire. Il a fait une très bonne campagne avec un message d'une limpidité totale, c'est-à-dire enough, assez, ça suffit, quoi. Ça suffit, on va faire ce Brexit. Et beaucoup de gens qui n'étaient pas favorables forcément au Brexit se sont résignés, ou en tout cas ont adhéré à l'idée que de toute façon, ce Brexit devait avoir lieu. Et finalement, la durée, l'embourbement du Brexit a plaidé finalement pour le Brexit plutôt que contre, alors qu'on pouvait s'attendre au fait, ça dure tellement longtemps, les gens vont se dégoûter du Brexit. C'est le contraire, en fait. C'est-à-dire que l'embourbement a poussé les gens vers le Brexit pour en finir. Donc la forme du message, il a bénéficié aussi d'un adversaire, il faut dire, Jeremy Corbyn, qui a fait une campagne catastrophique, qui lui a plaidé pour un deuxième référendum, donc a perdu tous les électeurs qui étaient pro-Brexit, puisque les électeurs pro-Brexit n'allaient pas voter pour quelqu'un qui proposait un deuxième référendum. Oui, parce que les travaillistes eux-mêmes étaient divisés. Donc il a fait une campagne catastrophique, et puis évidemment l'antisémitisme qui ronge le Labour, et puis un programme extrêmement radical. Il faut se souvenir que Jeremy Corbyn, il y a quelques années, était loué comme le renouveau de la gauche radicale après les années, après l'effondrement de la social-démocratie partout en Europe. C'était vraiment la figure admirée par Jean-Luc Mélenchon, etc. On voit bien que là, c'est un effondrement total, et c'est une leçon pour les États-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on voit que les candidats de la gauche radicale sont en train de faire un tabac pendant les primaires démocrates, est-ce que la défaite de Jeremy Corbyn peut être un avertissement?
Ça va être intéressant à suivre. Et enfin, je pense qu'il y a aussi une évolution du contenu des conservateurs qui ont évolué finalement, d'un Brexit qui était... au départ, même les Brexiteurs au sein du Parti conservateur étaient très libéraux. Ils disaient on va faire un Brexit pour faire une sorte de Singapour, un paradis fiscal de l'Angleterre, et ils ont mis du social dans leur campagne. Et du coup, ils ont regagné l'électorat populaire. Et rappelez-vous que les conservateurs ont fait 9% aux européennes. C'est-à-dire à peu près le score de la droite actuellement en France aux européennes. Ils sont passés de 9% à cette majorité écrasante. Parce que Pourquoi ? c'était Farage avec son parti. Exactement. Ils ont fait l'alliance avec les souverainistes. Qui a gagné les élections, qui a été premier aux européennes, oui, qui est arrivé en tête. Et ils ont aussi mis du social dans leur campagne. C'est-à-dire que Boris Johnson a fait une croix sur le thatcherisme, a fait une campagne avec beaucoup de mesures envers la santé, notamment engager des dizaines de milliers d'infirmières, par exemple, dans les hôpitaux. Et on voit qu'il a réussi comme ça à récupérer l'électorat populaire et à le voler au Labour et à la gauche. Et c'est très intéressant et c'est une leçon aussi, encore une fois, pour la droite française, à mon avis. Ryan Nazareska, à votre avis, les Britanniques ont pu voter contre leurs intérêts économiques en se prononçant pour le Brexit, c'est-à-dire en fait en faisant passer la politique avant leur porte-monnaie? Je dois faire attention avec ce type de jugement parce que l'économiste peut avoir un regard sur les effets du Brexit. La réalité, c'est que le Brexit n'a pas encore eu lieu. Donc bien malin qui saura dire ce qui se passera économiquement, socialement après le Brexit. Je crois qu'il y a d'abord politiquement 2 enseignements sur ce qui vient de se passer hier. Premier enseignement, c'est que le Brexit aura bien lieu. Boris Johnson a en effet réussi à convertir le score du référendum de 2016 en vote pour les conservateurs. Il a capitalisé sur ce vote anti-Union européenne, mais aussi vote de rejet envers la mondialisation, vote de rejet envers l'immigration venue de l'Est, un vote notamment sur ce que vous soulignez, les enjeux de santé. Donc il a réussi ce pari-là, qui était le pari d'une droite conservatrice. Deuxièmement, pour l'Union européenne, le Brexit aura bien lieu, ce qui est d'une certaine manière une clarification. C'est-à-dire que d'ores et déjà, on sait que Boris Johnson aura une majorité à la Chambre des communes et pourra, s'il le souhaite, comme il s'y était engagé, faire passer un accord, c'est-à-dire un Brexit avec un deal. Deuxième enseignement, me semble-t-il, c'est l'erreur stratégique qu'a réalisé le Labour en suivant la ligne de Jeremy Corbyn. C'est le score le plus faible, effectivement, depuis 1935. 40 sièges qui ont été perdus à la Chambre des communes. Quand on regarde la carte, c'est très intéressant, vous avez le nord de l'Angleterre, les villes industrielles qui avaient déjà voté pour le Brexit et qui, cette fois-ci, ont carrément voté Boris Johnson. Alors que, pour certaines, c'était la première fois qu'elles votaient conservateur. C'était des villes qui étaient Labour, depuis peut-être un peu plus d'un siècle, et qui avaient voté le Brexit. Et donc cette bascule, comme je vous le disais, du référendum, s'est traduite aujourd'hui en bascule vers un vote conservateur. Et donc il a perdu des voix sur sa gauche, il a aussi perdu des voix progressistes, parce que tout l'électorat pro-Europe ne s'est pas senti représenté par la campagne de Jeremy Corbyn, a pu, entre guillemets, s'éparpiller électoralement sur du vote Lib Dem, sur du vote écologiste. Et donc, avec ce mode de scrutin à un tour, ça a permis aux conservateurs de passer dans certaines circonscriptions. C'est la harmonisation de Jeremy Corbyn, puisqu'il a un succès. Le Labour fait ses plus gros scores dans les grosses métropoles, chez une population très riche, multiculturaliste, intégrée, etc., à la mondialisation, et perd les classes populaires. Donc c'est et donc, pour conclure, si elle souhaite être majoritaire, la gauche britannique accueillera comme une bonne nouvelle le retrait de Jeremy Corbyn pour les prochaines élections. Guillaume Bernard, Reda Didi faisait une comparaison entre le positionnement de Boris Johnson et celui de Donald Trump. Vous êtes un spécialiste des droites. Pour vous, c'est la même droite, ces deux-là ? Non, c'est pas la même droite parce que c'est pas le même contexte. Alors, pardon, évidemment, moi je suis historien et donc je pense que le contexte compte beaucoup. En revanche... Vous avez le droit. Merci. En revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est ce que j'ai essayé de théoriser avec le concept de mouvement d'extrogir. Je suis persuadé que désormais la pression idéologique vient par la droite du spectre politique et que depuis l'effondrement du mur de Berlin, depuis l'effondrement du régime collectiviste, eh bien, c'est désormais des thématiques venant de la droite qui s'imposent dans le débat public. Et en l'occurrence, qu'est-ce que l'on voit ? On voit qu'il y a une convergence et idéologique et sociologique permettant à la droite de devenir majoritaire et de s'imposer de manière très réelle lorsqu'il y a un discours qui est clairement conservateur et populaire, et pas lorsque la droite s'imagine qu'elle a besoin d'être libérale ou de faire des concessions idéologiques à la gauche pour pouvoir gagner les élections. Et donc, pour ce qui est de Donald Trump, il assume le protectionnisme de manière certaine. Voilà. Boris Johnson n'a pas le discours de Trump sur l'immigration. Absolument. Et les enjeux identitaires étaient assez absents, en tout cas
de cette campagne-là, Bien sûr. pas du premier Brexit, mais Et- de cette campagne-là. Oui, sauf que C'est à noter, quand pour même. le référendum, Take Back Control, qui était le slogan génial que Farage avait inventé, c'était aussi bien le contrôle des frontières que le contrôle, je dirais, de l'avenir, démocratiquement parlant, etc. Donc il y a quand même, de manière sous-jacente, quand même ces enjeux-là. Et puis disons-le aussi, le succès d'un Boris Johnson ou d'un Donald Trump, ça tient aussi évidemment à leur qualité. Johnson fait le pitre, mais il est intellectuellement de très bonne qualité. Trump, peut-être, n'est pas aussi intellectuel que Johnson, mais enfin, on n'arrive pas au stade où il est, Non, mais- sans une certaine forme d'intelligence Oui, mais- quand même. Là, oui, mais- Donc voilà, il y a la qualité des candidats Là- quand même qui explique aussi leur résultat. Oui, d'accord, mais la différence quand même entre Trump et Johnson, c'est que Johnson appartient à l'élite politique, intellectuelle britannique. Il a fait les plus grandes écoles. Alors que Trump est un trublion qui vient de nulle Trump, part. il est dans l'élite Et c'est économique, vraiment, quand oui, même. dans l'élite économique, mais par héritage. Et donc c'est là où Johnson est intéressant parce qu'il réconcilie le peuple et les élites. Là où Trump n'a pas encore réconcilié les élites et le peuple. Je vous donne l'avis de nos internautes. On vous a posé la question depuis ce matin sur le Figaro.fr. Êtes-vous satisfait de la victoire de Boris Johnson? Eh bien, c'est oui à 59%. Vous êtes assez nombreux à vous être prononcés sur ce sujet, puisqu'il y a eu un peu plus de 28 000 votants sur le site du Figaro depuis ce matin. On rappelle que ce sont des prises de position et pas des sondages, puisque ce n'est pas un échantillon représentatif forcément de la population française. Quelques commentaires. Celui de Nicole qui nous dit que c'est une victoire de la démocratie. Sich qui considère que le Brexit n'empêchera en rien les échanges commerciaux. Et puis Chris Cross qui reprend un des thèmes déjà traités autour de cette table pour dire que les pauvres du Nord ont voté Brexit, eux qui avant votaient travaillistes. Ryan Nezar, vous C'est vouliez vrai. ajouter quelque chose? C'est tout à fait juste. Alors, il y a un dernier élément qu'on n'a pas encore abordé concernant le cas de l'Écosse. C'est quand même intéressant parce que le SNP, le Parti national écossais, a fait 49 sièges sur 48 sur 59. On se souvient du référendum en 2014. Eux, ils qui sont avait- anti-Brexit. On rappelle qu'ils veulent à Mais- tout prix rester dans l'Union Mais européenne. c'est-à-dire que le Brexit aura lieu. La question est de savoir si la sortie de l'Écosse du Royaume-Uni aura aussi lieu. C'est-à-dire que est-ce que le SNP, qui aujourd'hui est largement majoritaire auprès des électeurs écossais, va redemander et mettre la pression sur Boris Johnson pour avoir un nouveau référendum sur la sortie du Royaume-Uni pour rester dans l'Union européenne? Et donc ça peut être aussi un des prix que payera, en l'occurrence, la coalition conservatrice. On verra, mais je trouve que c'est assez intéressant à analyser et je pense que ça va rebondir dans les mois qui viennent. Guillaume Bernard, on aime bien la politique française ici. Alors, est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce que vous nous disiez à l'instant? À votre avis, quelles sont les leçons que les Républicains en France pourraient tirer de cette victoire de Boris Johnson? Qu'est-ce que Johnson a fait et qu'ils ne font pas, concrètement? Mais je ne crois pas que ce sont que les Républicains qui doivent tirer des leçons. Je crois que la fracture idéologique et sociale, elle traverse tous les partis politiques qui se situent sur la droite du spectre politique, ce n'est pas, il n'y a pas d'équivalence, si vous voulez, automatique, enfin il n'y a plus d'équivalence automatique entre le parti gaulliste et le parti conservateur. Je crois que les fractures concernent aussi bien le LR que le Rassemblement national, et que, en l'occurrence, la convergence idéologique, elle est possible à condition, évidemment, qu'il y ait une clarification des prises de position. C'est-à-dire que l'on comprenne bien, évidemment, que le libéralisme engage non seulement la question des libertés économiques, la question de la fiscalité, mais aussi la question, je dirais, sociale, et que le libéralisme, en tant que philosophie, est une doctrine qui pense qu'il n'existe pas de valeur en soi, et donc ne pas réduire le libéralisme à le libéralisme à la question fiscale, mais que par ailleurs, effectivement, il y a aussi des enjeux liés au maintien du corps social, à la pérennité du corps social tel qu'il a été donné par l'histoire et dont nous sommes aujourd'hui les héritiers, et que donc par conséquent, moi je ne crois pas que ni LR ni le Rassemblement national seront en capacité, l'un ou l'autre, et même l'un avec l'autre, si jamais un jour il devait y avoir des alliances, de l'emporter, mais que c'est une recomposition du spectre politique, une réorganisation sur une clarification doctrinale qui permettrait et la convergence idéologique et la convergence sociale. Donc moi, je ne crois pas du tout aux alliances entre les actuels appareils, et d'ailleurs l'émergence d'Emmanuel Macron, la grande coalition réalisée par le macronisme, montre bien, et le dégoût que les Français ont vis-à-vis, et la défiance qu'ils ont vis-à-vis des actuels partis politiques, nécessite obligatoirement la recomposition et la réorganisation des partis.
Oui, moi je crois que la grande différence aussi, c'est qu'en France, la droite est divisée entre une droite élitaire et une droite populaire. La droite populaire, c'est le Rassemblement national, et la droite élitaire, aujourd'hui, c'est LR. Et que donc, il y a cette division qui n'existe pas au Royaume-Uni, parce que je pense que l'élite au Royaume-Uni est, par son histoire, beaucoup moins déconnectée du peuple, parce qu'il n'y a pas eu la Révolution française, parce qu'il n'y a pas eu cette brisure. Et il y a une espèce de sens du devoir et du patriotisme qui l'emporte malgré tout chez les élites, qui disent, bon voilà, le peuple a voulu le Brexit, nous allons l'assumer. Nous allons le prendre, nous allons accepter la décision du peuple et nous allons l'assumer jusqu'au bout, sans mépriser ce qu'a dit notre peuple. Et je pense qu'il y a une vraie différence de mentalité entre l'élite britannique et l'élite française. C'est aussi le mode de scrutin, ce que vous décriviez, qui force au Nous aussi, bipartisme. on a un mode de scrutin majoritaire qui donne une prime à la majorité aussi. Mais qui favorise, qui favorise le fait d'avoir 4 partis, et qui divise en 2 les pôles de droite et de gauche. Mais... Moi, je suis favorable au mode de scrutin à un tour, comme l'était Michel Debré. Du coup, je suis tout seul maintenant à le défendre. Parce qu'effectivement, cela oblige à considérer le plus proche comme étant un allié potentiel et non pas comme étant un ennemi. Ouais. Et ça oblige à composer en faisant des concessions réciproques. Si vous le voulez bien, on revient en France pour parler de l'actualité sociale et du conflit en cours.